dit Cheikh, on n'a pas besoin de la quantité, on a juste on a besoin de la qualité. Si on est 4 ou 5, si on a compris le terme, Inch'Allah, chacun fait l'effort de transmettre à l'extérieur, Inch'Allah, les enfants, les femmes, les amis, les copains. Inch'Allah, on va commencer, Inch'Allah, avec Cheikh. Barakallahu fikum. Jusqu'à ce que je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Alhamdulillah. De toute façon, on va pas arrêter là, on va commencer, Cheikh. Barakallahu fikum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je remercie Mohamed pour son invitation. Je remercie Mohamed et toute son équipe pour leur souci d'essayer de réveiller les consciences, de transmettre le message. Et même si, effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde, Dieu nous demande, on a un devoir de moyens et non pas de résultats. Il se peut qu'avec quelques personnes, on puisse faire des miracles. Il se peut qu'avec énormément de monde, on n'avance pas. Alors, la réussite scolaire de nos enfants, et là je vais m'adresser à ceux qui sont encore scolarisés, mais en même temps je vais m'adresser aux parents. La réussite, elle est liée, la réussite des enfants est liée bien entendu à l'éducation des parents, à leur suivi à la maison. Pourquoi est-ce qu'un enfant, un élève, doit réussir à l'école? Pourquoi? Mais je m'étais promis, avant d'entamer le sujet, de revenir un peu sur l'événement du jour. On a prié sur notre frère Ibrahim Drissi, qui nous a quittés jeudi soir. Il est décédé. C'était quelqu'un qui nous était cher. Et je voudrais le prendre comme exemple pour introduire le sujet, parce que quand on parle de réussite scolaire, on ne signifie pas par là que réussir sa vie, c'est forcément réussir à l'école. Des gens ont réussi à l'école, mais n'ont pas réussi leur vie. Des gens ont peut-être, d'après nous, d'après nos critères, échoué à l'école, mais ils ont réussi leur vie. Je ne connais pas le cursus scolaire de Brahim, mais je pense que ce n'est pas quelqu'un qui a, continué ses études, mais c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Il a réussi sa vie parce qu'il a su mettre les priorités dans sa vie. Il a su gagner le cœur de ses parents, notamment sa mère, puisqu'il a sacrifié sa vie, notamment familiale, il ne s'est pas marié, pour rester aux côtés de sa mère. Et ce genre de personnes qui ont réussi leur vie relationnelle avec les gens, d'abord avec Dieu, ensuite avec les gens autour d'eux, ce sont des gens véritablement qui vont connaître le succès sur terre et dans l'au-delà. D'ailleurs, si vous regardez bien dans le Coran, et même dans les propos de notre prophète Muhammad alayhi salam, ils n'ont jamais réduit la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà à la réussite scolaire. Jamais. Je vous donne un exemple. Le prophète s'est adressé à ses compagnons en leur posant une question, en leur disant: selon vous, quelle est la personne fauchée? C'est-à-dire, quelle est la personne qui est en échec dans sa vie? Et regardez la mentalité de l'époque qui est encore une mentalité présente aujourd'hui. Ils ont dit, pour nous, le fauché, celui qui a tout perdu dans sa vie, celui qui a raté sa vie, c'est celui qui n'a plus d'argent. Quelqu'un qui avait de l'argent, il l'a perdu. Il est un fauché. Et le prophète leur a dit, ce n'est pas ça le fauché. Et là, il va changer leur vision des choses. Et il va leur parler de la véritable réussite. Il va leur dire, le fauché, selon Dieu, selon son prophète, selon l'islam, c'est celui qui a prié, qui a jeûné, qui a accompli son pèlerinage, qui a fait du bien autour, qui a accompli les adorations, qui a peut-être réussi dans sa vie matérielle, mais il a insulté un tel, il a commis un délit, un crime,
il a volé un tel, il a arnaqué un tel. Le jour de la résurrection, cette personne va se retrouver en face de Dieu et en face des gens à qui il a fait du mal. Ces gens vont demander des comptes. Il va devoir leur donner toutes les bonnes actions qu'il a pu faire sur terre. Sa prière, son jeûne, ses adorations, il va tout leur donner pour se racheter. Mais il aura tellement fait de mal que ce qu'il avait emmagasiné comme bien ne suffira pas. Alors il va finir par prendre les péchés, les mauvaises actions de ses opprimés et il va être jeté en enfer. Donc c'est quelqu'un qui a réussi peut-être matériellement, mais il n'a pas réussi sa vie relationnelle avec les gens. Il a gâché sa vie sur terre et dans l'au-delà. Ibrahim, lui, il a réussi sa vie relationnelle. Peut-être que matériellement, socialement, c'était une personne d'une classe inférieure. Mais aux yeux de Dieu, je pense, j'en suis même certain, c'était quelqu'un de grand, de noble. Un jour, le prophète était dans le marché de Médine et il a vu une personne, Zahir. C'était un paysan qui venait des villages aux alentours de Médine avec ses légumes, ses fruits, peut-être ses animaux, pour vendre tout ça dans le marché de Médine, dans la ville. Et c'était quelqu'un qui était laid physiquement et qui n'avait pas d'argent. Ni socialement, ni physiquement, c'était quelqu'un d'admiré. Et le prophète, il a voulu donner une leçon aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé derrière lui et il lui a caché les yeux de ses deux mains. Et Zahir, surpris, va dire: qui es-tu? Lâche-moi. Et le prophète s'amuse avec lui. Il va lui cacher les yeux et il va dire: devine qui je suis. Et il va réussir à tourner la tête, il va voir que c'était le prophète alayhi salam qui plaisantait avec. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va coller son dos à la poitrine du prophète. Parce que le prophète, c'était quelqu'un de béni. Donc il a voulu que son corps touche ce corps béni. Et le prophète va ensuite prendre sa main, il va la lever et il va dire: qui parmi vous, ô gens du marché, est prêt à acheter cet esclave? Il s'amuse encore avec. Et Zahir va lui répondre: prophète, je suis une marchandise que les gens ne voudront pas acheter. Ou bien je suis une marchandise qui n'a pas de valeur. Ne cherche pas à me vendre, tu ne vas rien gagner. Et le prophète va lui dire: sache qu'aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de précieux. Aux yeux des gens, tu n'as pas de valeur, mais aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de précieux. Parce qu'il a vu ce qu'il avait dans le cœur. Ibrahim faisait partie de ces gens. C'était quelqu'un qui s'est occupé de sa mère. Et il y a une personne qui est décédée, une maman très âgée qui est décédée il y a quelques mois, dans ma région ici. Et elle a eu un AVC 15 ans plus tôt, ce qui l'a rendue tétraplégique, donc allongée sur un lit. Elle ne parle plus, elle entend, mais elle est comme morte. Hein? Elle a sa conscience. Hein? Elle entend, mais elle ne s'exprime plus. Et son corps est paralysé. Sa fille, adolescente, a arrêté ses études pour s'occuper de sa mère. Pendant 15 ans, elle va rester aux côtés de sa mère. Et sa mère, elle est assistée, 24 heures sur 24. Et en fait, comment cette fille communique avec sa mère? Par les yeux. Quand la mère a besoin de quelque chose, la fille est obligée de lui faire des propositions. Tu veux manger? Tu veux boire? Tu veux que je t'essuie? Tu veux que je te gratte? Tu veux uriner? Et donc, la mère entend les propositions, et quand elle entend la chose qu'elle désire, elle verse des larmes. Et quand elle pleure, ça veut dire: je veux ceci. Vous imaginez la souffrance de la mère et la patience de la fille pendant 15 ans aux côtés de sa mère. Une autre personne qui aimait ses parents et c'est une personne convertie à l'islam, qui habitait à Ternier. Ça s'est mal passé dans sa famille, il a dû quitter, partir, il s'est marié et il a vécu à Paris.
Et un jour, il a décidé de renouer contact avec sa famille à Ternier. Et il m'a dit, il y a quelques mois, j'ai été surpris de trouver mon père SDF dans la rue. Et c'était un choc pour lui. Et donc, en fait, son père a fini par divorcer, il a fini par délaisser son travail et il a fini par devenir alcoolique. Il s'est retrouvé dans la rue. Alors la question de cet homme, c'était, est-ce que j'ai un devoir vis-à-vis de mon père, qui n'est pas musulman, je suis musulman, il n'est pas musulman. Est-ce que vis-à-vis de Dieu, j'aurai des comptes à rendre si je le laisse pour compte? La réponse est oui, évidemment. Dieu nous a demandé de nous occuper de nos parents sans prendre en considération leur confession. Est-ce que ça reste nos parents? Mais Dieu bien dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, et accompagne tes parents jusqu'à la mort. Accompagne-les, occupe-toi d'eux, sois bienfaisant envers eux. Et donc, il a décidé de s'occuper de son père. Mais la question c'était, est-ce que je dois le prendre à la maison, le rentrer chez moi, pour qu'il ait un toit? Je lui ai dit, c'est risqué, parce que ton père est alcoolique. Il pourrait faire du mal à ta famille, même s'il ne leur fait pas du mal, il va sûrement t'embêter. Et tu vas peut-être à la fin être tellement dégoûté que tu vas le jeter dans la rue. Trouve-lui un logement social. Regarde, sûrement, l'État va se charger de ce genre de personnes, assurément. Et effectivement, il a entrepris des démarches et son père a eu un logement social. Mais le gros problème, c'est que son père refuse de se prendre en charge. Et donc, il m'a téléphoné jeudi dernier, le jour où est décédé Ibrahim, pour me dire, ça fait 2 mois que je prends en charge mon père, à tous les niveaux, comme un enfant, et mon père refuse de se sortir de sa galère. Il me ment, et il finit par me voler mon argent. Je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, je suis endetté. Et je me demande si je dois faire un crédit pour m'occuper de mon père. Et il a passé la nuit à pleurer avant de me passer ce coup de fil. Donc ça, c'est aussi une personne qui a un cœur pur, un cœur tendre, puisqu'il a pitié de ses parents. Et le contraire serait d'avoir un cœur dur. Quand on rejette ses parents, on n'a plus de pitié envers eux. Donc Ibrahim, c'était quelqu'un de bien, Inch'Allah, et on espère qu'il soit au paradis, aux côtés de sa mère qui était décédée quelques mois plus tôt. Donc la réussite dans la vie, chez nous musulmans, elle ne se réduit pas à la réussite matérielle. Si le matériel va te rendre individualiste, égoïste, ou tu vas devenir un voleur, un arnaqueur à cause de l'argent, l'argent va pourrir ta vie, il va te faire oublier Dieu et tes proches, alors tu es en échec. Même si matériellement tu as réussi, on dit que tu es en échec dans ta vie. Donc on va parler de la réussite scolaire, mais toujours en ayant en tête que la réussite de nos enfants dans leur vie de manière générale ne se réduit pas à la réussite scolaire. Pourquoi est-ce qu'il t'est demandé, toi, qui es étudiant, qui es élève à l'école, de réussir? Pourquoi? La première des raisons, c'est que aujourd'hui, le monde fonctionne comme ceci. Ceux qui ne travaillent pas bien à l'école, ceux qui ne réussissent pas leur scolarité, au final, ils vont sûrement se retrouver dans les dernières échelles de la société. Ils ne vont pas pouvoir gravir les échelons dans la société. Et aujourd'hui, c'est comme ça que le monde marche. On a besoin de faire des études pour réussir matériellement. Et le matériel est important. Le matériel est important. Tout marche aujourd'hui avec de l'argent. Et il n'y a rien de pire pour un homme qui normalement a comme projet de fonder une famille que d'être assisté, de vivre aux dépens de la société. Il ne peut pas faire de projet. Il ne peut pas offrir à sa famille un minimum. Et ça fait mal pour un homme.
Un homme, il a besoin, pour fonder une famille, et même, il a besoin dans sa personnalité, de quoi? D'avoir un certain niveau social. Et ça passe d'abord par l'école. Donc réussir sa scolarité, c'est d'abord pour assurer son avenir matériel. Et aujourd'hui, c'est très important, surtout à une époque et dans une société où le chômage augmente. C'est très important. On est en période de crise. Il n'y a plus beaucoup d'emplois. Donc, seuls les meilleurs pourront s'en sortir. Et plus tu seras au niveau scolaire avancé, plus tu seras intelligent, plus tu seras diplômé, et moins tu vas galérer dans ta vie. Donc la première des raisons, c'est de connaître un certain bonheur matériel, qui est essentiel aujourd'hui. Bien souvent, les jeunes pensent que plus vite ils vont entrer dans la vie active, plus vite ils vont travailler, faire du business, et plus vite ils seront riches. Et ça, c'est une erreur. Il y a certains jeunes, dès qu'ils ont leur bac, ils ne cherchent plus à continuer après. Ils se disent, c'est bon, j'ai mon bac, le minimum, maintenant je vais faire du business, maintenant je vais travailler. Et ça, c'est une grande erreur. Si tu as la capacité, l'occasion de continuer tes études, tu dois continuer. Ne te suffit pas du minimum. Donc ça, c'était une première raison qui doit te pousser à essayer d'être le meilleur à l'école pour avoir un bon emploi, travailler le moins possible et gagner le plus. Et ça passe par la réussite à l'école. La deuxième des raisons, c'est que l'école va t'offrir un esprit critique. L'école va t'offrir un esprit critique. En fait, ce qu'elle va nous offrir, l'école, c'est l'instruction. L'école, c'est simplement un moyen pour être instruit. Être instruit, c'est-à-dire emmagasiner les informations essentielles pour connaître comment fonctionne ta société, le monde. Si tu n'as pas un certain niveau d'instruction, tu ne sauras pas bien parler français. Tu ne sauras pas bien comprendre le français. Et si tu ne comprends pas bien le français, tu ne parles pas bien le français, et vous savez que les deux outils, c'est la lecture et le parler, si tu n'as pas ces outils-là, tu vas toujours tu seras toujours manipulé dans la société. Aujourd'hui, on est dans une société où on cherche à nous manipuler. Si tu n'es pas assez instruit, tu vas être une proie. Vous savez à quoi nous pousse la société? Elle nous pousse à consommer. Pour consommer, il faut que tu sois bête. Plus tu es bête, et plus tu vas consommer. Et c'est ce que veut la société. L'école est là normalement, je dis bien normalement, pour te pousser à t'instruire et donc à être intelligent, à avoir un esprit critique. Parfois, on arrive à s'instruire sans l'école. Et aujourd'hui, ça commence. C'est un phénomène qui s'amplifie, c'est l'école à la maison. Certains parents qui ont de l'argent et puis qui ont aussi un niveau d'études essaient de quoi? D'offrir une instruction à la maison, parce qu'ils considèrent que l'école publique ne joue pas son rôle. Ou bien ils envoient leurs enfants dans des écoles privées. Ou bien ils ont les moyens financiers pour payer des profs particuliers ou du soutien scolaire. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'école n'instruit pas assez leurs enfants. Donc le but final de l'école, c'est d'offrir une instruction, un esprit critique, des informations essentielles pour bien vivre dans la société. Moi, ce que je tiens à dire aux jeunes qui sont encore à l'école, c'est que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Pour savoir et prendre conscience de la chance que vous avez, de pouvoir accéder à l'instruction à l'école, une école qui est gratuite. Regardez ce qui se passe dans les pays pauvres, dans les pays du tiers-monde. Regardez un peu ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. Les enfants qui sont dans des villages
qui parcourent des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école, à pied, parfois à dos de mulet, pour pouvoir simplement passer quelques heures à s'asseoir pour ne pas être analphabète. Leurs parents n'ont pas forcément les moyens pour leur payer un transport ou des profs à domicile. Donc ils les envoient dans des écoles reculées, dans les villes, et ces enfants font des efforts, pas possible, pour aller à l'école. Nous, on a l'impression qu'on doit nous forcer à aller à l'école, alors que ces enfants-là, ils font tout pour aller à l'école. Donc, pour se rendre compte de l'importance de l'école et de la chance qu'on a, il faudrait voir un peu ce qui se passe en Afrique pour ce genre d'enfants, et qui sont dans des conditions misérables. Ils sont assis par terre, ils ont froid, ils ne mangent pas à leur faim, et pourtant ils font tout pour aller à l'école. La troisième raison qui doit nous pousser à réussir à l'école, on l'a dit d'abord, pour s'assurer un avenir matériel, social. Deuxièmement, pour avoir un esprit critique, être intelligent. Troisièmement, si ces deux premières choses ne te convainquent pas pour que tu fasses des efforts à l'école, alors au moins, sois le meilleur à l'école. Pourquoi ? Pour plaire à Dieu. Tu ne veux pas le faire pour toi-même, fais-le pour Dieu. Vous allez me dire, mais est-ce que Dieu, ça lui fait plaisir quand on est fort à l'école ? Quand on sort le matin et qu'on va à l'école, Dieu est content ? Oui. Dieu est très heureux et Dieu te récompense. Le prophète nous a dit, alayhi salam, celui qui emprunte un chemin à la recherche du savoir, celui qui va à l'école, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi et que tu vas à l'école, à l'université, tu es en route vers le paradis. Dieu considère que tu es dans la bonne route pour accéder au paradis. Parce que la réussite dans la religion, elle repose également sur le savoir. Mieux que ça, le prophète continue et nous dit que les anges sont eux-mêmes fiers de l'étudiant. Et le prophète dit que les anges baissent leurs ailes devant la personne qui recherche la science. Donc quand tu sors le matin et que tu vas à l'école, les anges t'accompagnent. Et ils se baissent devant toi tellement ils sont heureux et tellement ils considèrent que tu es quelqu'un de grand, quelqu'un d'élevé. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Souvenez-vous, lors de la création d'Adam, qu'est-ce qu'ont dit les anges ? Ils ont dit, ô Seigneur, vas-tu créer une créature qui va faire du mal sur terre ? Dieu leur a dit, il y a une sagesse derrière la création de l'homme. C'est vrai qu'il est pire, il est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. Et Dieu va ensuite enseigner à Adam, la première créature, le premier homme, les noms de toutes les choses qui existent. Donc il va lui donner la science et la connaissance. Et il va dire aux anges, il va les interroger, les tester. Dites-moi le nom de ces choses que vous voyez. Et les anges n'ont pas reçu cette connaissance qui avait été réservée à Adam. Alors Dieu va dire, Adam, c'est toi qui vas leur enseigner. Et là, les anges vont comprendre qu'en fait, Adam est supérieur à eux parce que Dieu lui a donné la science et la connaissance. Et Dieu va demander aux anges de se prosterner devant Adam. Le respect, et pour que Dieu leur transmette ce message, la supériorité, elle est liée à la piété de la personne, mais aussi à sa science et sa connaissance. Et c'est pour ça que les anges se baissent devant l'étudiant, parce que l'étudiant a la science que eux n'ont pas. C'est pas fini. Le prophète continue dans le hadith et il nous dit
et toutes les créatures dans les cieux et dans la terre demandent à Dieu de pardonner à l'étudiant, même les poissons dans l'eau. Même les poissons dans l'eau, ils demandent à Dieu de faire pardon à qui? À celui qui recherche la science. Donc tu t'imagines, le matin quand tu sors, non seulement tu es en route vers le paradis, mais en plus, les anges t'accompagnent, et finalement, toutes les créatures sur terre sont à tes côtés et ils font des invocations pour toi. Et on rajoute une quatrième chose. Vous savez que quand on va à la mosquée, chaque pas que l'on fait, Allah nous élève d'1 degré au paradis. Il nous retire un péché et il nous donne une bonne action. Il nous élève en degré. Parce qu'on se dirige vers la mosquée pour adorer Dieu. Je pense que Dieu, par sa miséricorde et sa clémence, également, il récompense l'étudiant quand il va à l'école. Mais il faudrait que nos enfants sachent ça, qu'ils sachent que quand tu vas à l'école, c'est comme si tu allais à la mosquée. Tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Donc si tu ne veux pas travailler pour toi-même, pour ton avenir, ou pour être intelligent, fais-le pour Dieu. Comme ça, Dieu va te récompenser. Tu vas aller à l'école, malgré toi. Autant le faire avec joie. Autant le faire avec cette intention que Dieu te récompense. À chaque fois que tu seras en difficulté à l'école, tu auras un devoir maison, un devoir surveillé le lendemain, des exercices à faire, un livre à lire, et que ça sera difficile pour toi, souviens-toi que tout ce que tu feras, ça sera une adoration, tu seras récompensé. C'est pour ça que certains savants disent, qu'est-ce qui est mieux? Passer une nuit à veiller en prière ou une nuit à veiller à étudier? Les savants disent, le mieux c'est de passer une nuit à veiller en étudiant. Parce que la science précède l'adoration. Parce que tu peux adorer Dieu en faisant des erreurs. Tu peux adorer Dieu en commettant des péchés, parce que tu n'as pas la science et la connaissance. Tu peux être un adorateur ignorant et faire le contraire de ce que Dieu te demande. Mais si tu as la science et la connaissance, ton adoration sera juste et éclairée. Donc, la science, c'est la priorité avant l'adoration, la connaissance. Mais il se peut que, même pour Dieu, tu ne fasses pas ça. Il se peut que la fainéantise soit plus forte que ton amour pour Dieu. Alors je te rajoute autre chose. Si tu ne veux pas travailler à l'école pour ton avenir, pour être intelligent, pour plaire à Dieu, alors travaille bien à l'école pour plaire à tes parents. Peut-être que Dieu, tu l'oublies, parce qu'il n'est pas... C'est pas quelqu'un que tu vois au quotidien, mais tes parents, ils sont là. Chaque jour, tu les vois. Ne sais-tu pas que ce qui ferait le plus plaisir à tes parents, c'est que tu réussisses à l'école? Demandez à chaque parent. Tout parent rêve que son fils ou sa fille soit plus intelligent et réussisse plus que lui. Et c'est quelque chose d'humain. Tous, en tant que parents, c'est la... D'ailleurs, bon, tout à l'heure, je vous dirais que ce rêve peut avoir parfois des conséquences néfastes. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais pour vous prouver que chaque parent a envie que son fils ou sa fille le dépasse, je vais vous raconter quelques histoires. Au temps du prophète alayhi salam, le prophète était un jour dans sa mosquée et il dit aux compagnons, et le prophète avait l'habitude de stimuler l'intelligence de ses compagnons. Alors il va leur poser une devinette. Il va leur dire, selon vous, quel est l'arbre qui ressemble le plus aux croyants? Et il va donner quelques caractéristiques de cet arbre. Des indices. C'est un arbre aux feuilles vertes qui donne des fruits et qui est utile. C'est un arbre qui est utile aux gens, qui donne beaucoup de fruits
et c'est un arbre aux feuilles vertes. Quel est cet arbre qui ressemble le plus aux croyants? Les compagnons vont donner des fausses réponses, des mauvaises réponses. Ils ne vont pas trouver la solution. Et le prophète va dire, cet arbre, c'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre qui ressemble le plus aux croyants. Pourquoi? Parce que ses feuilles sont toujours vertes, et le croyant, il est toujours, sa foi doit toujours être vivante. Elle ne dessèche pas. Elle est toujours vivante. Le croyant ressemble au palmier parce que le palmier est très haut et il est demandé aux croyants d'être élevés. Le palmier ressemble au croyant parce que c'est un arbre très bénéfique. On profite de son ombre, on profite des dattes de ses fruits, on profite même de son écorce, on profite de son bois et de ses feuilles. Et le croyant doit être utile aux gens. C'est un arbre qui ressemble au croyant parce que si tu lui jettes des pierres, il te répond avec des dattes. Et le croyant rend le mal par le bien. Quand la séance a été levée, l'assemblée a quitté la mosquée, Abdullah ibn Umar, qui est le fils de Umar ibn Khattab, qui sera le deuxième calife de l'islam, dit à son père, « Papa, tu sais, j'avais la réponse. » Et Omar va dire, « Et pourquoi tu ne l'as pas dite ?» Abdullah répond, « Parce que j'ai eu honte de donner la réponse alors qu'il y avait dans l'assemblée des gens plus âgés que moi. Je me suis dit qu'ils allaient se sentir tout petits devant moi. Je ne voulais pas les ridiculiser. » Et Omar va dire, mais non, fiston, il m'aurait été préférable que tu donnes une réponse, que tu donnes la réponse devant tout le monde, plutôt que je reçoive en cadeau des chamelles rousses. Et à l'époque, une chamelle rousse, c'était une chamelle de bonne qualité, comme si on disait une voiture dernier cri. Pourquoi est-ce que Omar a dit ça? Il m'aurait été préférable que tu donnes la réponse plutôt que de recevoir en cadeau des chamelles rousses. Parce qu'il aurait été fier de son fils. Et tout parent veut que son fils soit mis en avant, qu'il réussisse et qu'il brille. Et ça le rend fier. Une autre histoire. Et ça, c'est une histoire que le prophète a racontée. Elle s'est passée il y a très très longtemps, à l'époque du prophète Salomon, Sulayman, dont le père est aussi un prophète, David. Donc David, père de Salomon. C'est un petit hadith, une petite parole du prophète, très intéressante, qui est authentique. Le prophète raconte 2 femmes, elles étaient bergères, et elles étaient en même temps mères. Elles avaient 2 bébés. Elles ont pris leur troupeau de moutons, de chèvres, dans la montagne pour qu'ils puissent paître. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces 2 femmes? Elles ont posé leur nouveau-né sur le côté et elles sont parties surveiller le troupeau. Est-ce qu'il y a des loups? Mais le loup, au lieu d'aller s'attaquer aux brebis, il a fait le tour et il est parti voler un enfant. Il a emporté un bébé. Quand les 2 mamans sont retournées chez leurs bébés respectifs, ils n'en ont trouvé qu'un seul. Et les 2 mamans vont se disputer. Chacune va prétendre que le survivant, c'est le sien. Et que l'enfant qui a été dérobé, c'est celui de l'autre. Et comme elles n'étaient pas d'accord, elles vont soumettre leur cas, leurs différends, auprès du juge de l'époque, qui est en même temps le prophète de l'époque, David. Ils arrivent au tribunal et David, alayhi salam, écoute la version des 2 mamans et il va donner raison à la plus âgée. Il va dire, c'est ton bébé. Les 2 femmes sortent du tribunal, il y en a une qui est contente et une qui pleure. Et Sulayman, le fils de David, voit cette scène et il dit, qu'est-ce qui s'est passé?
Et la plus jeune dit, ton père a donné raison à cette femme. Et Sulayman va dire, je vais de nouveau je vais revenir sur le jugement de mon père et c'est moi qui vais juger entre vous. Et donc, il va demander à ce qu'on lui ramène une épée. Et il va dire, je vais couper le bébé en deux, chacun va prendre une moitié. Chacune va prendre une moitié. Comme ça, il n'y a pas de jeûne. C'est ça la justice. Moitié-moitié. Et là, la jeune mère va dire, pour rien au monde, je voudrais qu'on fasse du mal à ce bébé. Et la plus âgée va accepter la sentence et le verdict. Elle va dire, pas de problème. Et Salomon va en déduire que la véritable mère, c'est qui? C'est la plus jeune, puisque aucune mère n'accepterait qu'on fasse du mal à son fils. Et donc, qui a été le plus intelligent? Le père ou le fils? C'est Salomon le fils. Et bien c'est exactement ce qu'on veut. On voudrait que nos enfants soient plus intelligents que nous. C'est ça qu'on veut. Donc, sache que si tu veux rendre heureux tes parents, réussis à l'école. Si tu ramènes une bonne note à la maison, tes parents seront contents et vont te récompenser. Et si ils se rendent compte que tu es fainéant, que tu ne fais pas tes devoirs, que tu triches à l'école, que tu es détourné par tes copains, que tu perds ton temps à la maison, alors tu vas les rendre tristes. Donc, réussir à l'école, ça nous permet d'assurer notre avenir. Ça nous permet de s'instruire et d'avoir un esprit critique. Ça nous permet d'adorer Dieu et d'être récompensé. Et ça nous permet de faire plaisir à nos parents. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, le rêve d'un parent, c'est que son fils réussisse, sa fille réussisse à l'école. Mais parfois, on fait une erreur en tant que parent. C'est que on voudrait que nos enfants réalisent ce que nous-mêmes, on n'a pas pu réaliser quand on était jeune. Vous avez des parents, des parents qui rêvaient d'être médecins, qui rêvaient de faire des hautes études. Ils n'ont pas eu la chance. Alors, ils demandent à leurs enfants d'accomplir le parcours que eux n'ont pas fait. Alors que peut-être le fils n'est pas fait pour devenir médecin. Le père est professeur de maths. Il veut que son fils soit fort en maths, parce qu'il est professeur de maths. C'est une honte que mon fils ait des zéros en maths si moi je suis professeur de maths. Et donc il va forcer son fils à être exactement comme lui voudrait qu'il soit. Et ça, c'est une erreur. L'important, c'est quoi? C'est pas qu'il soit fort en maths, ou en français, ou en technologie, ou en biologie, c'est pas ça. L'important, c'est que ton enfant fasse son maximum d'efforts. Une fois qu'il a fait le maximum d'efforts, même si c'est un mauvais élève, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il ne soit pas fainéant. Si son échec scolaire est dû à sa fainéantise, c'est pas bon. Mais s'il fait des efforts, mais qu'il n'est pas fait pour l'école, c'est pas grave. On a dit que la réussite dans la vie, c'est pas que de réussir à l'école. Peut-être que ton fils ou ta fille ne va pas réussir à l'école, mais il va réussir dans sa vie familiale. Il va réussir dans sa vie relationnelle avec les gens. Vous savez qu'il y a 3 types de profils. Il y a le profil intellectuel, le profil manuel et le profil relationnel. Le profil intellectuel, c'est ce type de personnes qui sont intelligents, qui sont doués, qui ont du talent. Ils ont une bonne mémoire, ils ont un bon esprit d'analyse. Bref, ils ont des qualités mentales. Et ça, c'est un profil. Et vous avez un autre profil. Il se peut que l'enfant n'ait pas une bonne mémoire, ne soit pas très intelligent. Mais au niveau manuel, c'est-à-dire l'utilisation de son corps, il est fort. Il a un physique très résistant. Il est bon en sport. Il sera professeur de sport. En fait, son talent, il est dans sa voix. Il a une belle voix. Il sera musicien. Il est, comment on dit, agile avec ses doigts.
la dextérité, ben, il sera pianiste par exemple, ou bien il sera dessinateur, ou bien il sera, s'il est bon avec ses doigts, qu'est-ce qu'il peut être mécanicien, voilà, mécanicien par exemple. Ou bien il est donc bon avec ses mains, il va devenir maçon, chauffagiste, soudeur, etc. Donc on peut parfois échouer dans l'intellectuel, mais réussir dans le manuel. Et il faut de tout dans la société. Et c'est Dieu qui nous a créés différents, au passage. Ce n'est pas toujours notre choix, hein. On n'est peut-être pas fait pour ça, mais on est fait pour autre chose. Parfois, physiquement on n'est pas bon, manuellement on n'est pas bon, intellectuellement non plus, mais on a des compétences dans le relationnel. C'est-à-dire que dans son sang, il a le business. Il a la tchatch, il parle bien, il fait rire les gens, il sera comédien, il sera acteur par exemple. Donc le tout c'est quoi? C'est que l'enfant réussisse dans quelque chose, peu importe le domaine. On ne va pas imposer à nos enfants le domaine que nous on voudrait, ça serait injuste. Dès qu'on voit que l'enfant est un génie, a des talents dans un domaine, on l'encourage sans lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, il y a quand même un minimum. Hein. Parce que s'il est bon dans le manuel, mais qu'il ne sait pas parler français, il ne sait pas lire et écrire, il ne va pas réussir. Donc il y a un minimum, on est d'accord qu'il y a un minimum. Il y a un minimum, et souvent c'est le bac, ou bien le point 2. Maintenant, qu'est-ce qui va causer l'échec scolaire? Et ça c'est important d'en parler parce que c'est bien de parler de la réussite, mais il faut parfois mettre en garde contre certains dangers. Je pense que l'une des raisons qui fait que nos enfants ne réussissent pas forcément à l'école, c'est d'abord le milieu familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la réussite de nos enfants dépendra en grande partie de l'éducation qu'on va leur offrir. Parce qu'avant d'entrer à l'école, ils étaient d'abord à la maison. Et vous savez que la personnalité et même les compétences d'un enfant sont déjà forgées durant la tendre enfance. Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez donner à votre enfant le goût de la lecture déjà quand il est enfant. Vous pouvez donner à votre enfant le goût de l'effort déjà quand il est tout petit. Vous pouvez donner à votre enfant une âme artistique, une sensibilité, alors qu'il est encore tout petit. Et bien souvent, on ne profite pas de l'enfance. Nous, en tant que parents, on pense que l'enfance est un moment simplement de jeu. Et que tant qu'il est enfant, on ne doit pas le considérer comme un adulte. Et ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, les études nous démontrent et nous prouvent que les enfants ils peuvent être très précoces. Tout dépend de ce qu'on leur offre comme éducation, comme milieu, comme opportunité quand ils sont jeunes. On peut commencer déjà quand ils sont encore bébés. Comment? Votre enfant va parler votre niveau de langage. Si tu es quelqu'un qui parle mal français, il y a peu de chances qu'il parle bien français. En tout cas, au début. Si tu es quelqu'un qui crie beaucoup, il y a beaucoup de chances que ton fils soit quelqu'un qui crie, parce qu'il va être imprégné de ta personnalité. Si tu es quelqu'un de timide, il y a des chances que ton fils soit aussi timide. Si tu es quelqu'un qui dit beaucoup d'injures, il y a des chances que ton fils soit quelqu'un de malpoli. Donc la première des choses, quand on éduque nos enfants, c'est d'être des modèles. Et vous savez que l'une des choses qui développe le niveau intellectuel des enfants, c'est le langage qu'on leur parle. Un enfant répète ce qu'on lui dit. Si tu lui enseignes des mots soutenus, il parlera un langage soutenu. Tu lui parles des mots de bébé, il va parler un langage de bébé. Qu'est-ce qui nous empêche, quand nos enfants commencent à apprendre à parler, à leur tenir un langage d'adulte? Qu'est-ce qui nous empêche?
Nous, on pense que pour leur dire tu vas dormir, il faut lui dire tu vas faire dodo, tu vas faire ninite. On utilise des mots de bébé. Et on pense que si on lui dit tu vas dormir, il ne va pas comprendre. C'est faux. Comme il a compris dodo, il va comprendre dormir. On pense que pour lui dire je vais te corriger, on va lui dire je vais te faire tata. Ou bien je vais te faire pampan. Alors que si tu lui dis je vais te corriger, je vais te sermonner, je vais te flanquer une correction, il va comprendre. Parce que c'est un mot. Dodo, pampan, etc., ce sont des mots au final. On pense que c'est plus simple pour lui. Non, 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 c'est pas plus simple. Un mot, c'est un mot. Et on a pu voir des expériences autour de nous, de parents qui ont parlé à leurs enfants un langage d'adulte, et même soutenu. Et bien vous remarquez que l'enfant est en avance sur les enfants de son âge. Et sachez que le langage va éveiller l'intelligence de l'enfant. Plus l'enfant va bien parler avec beaucoup de synonymes, plus il sera intelligent. Et ça c'est prouvé scientifiquement. Le langage reflète le niveau intellectuel de la personne. Donc, première décision qu'il faudrait prendre, c'est qu'on parle à nos enfants un beau langage. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure, on peut modeler nos enfants comme on veut. Tu peux donner à tes enfants les goûts et les couleurs que tu veux. Vous savez que si on prend un enfant et qu'on lui lit une histoire, même s'il ne comprend pas les premières semaines, les premiers mois, après quelque temps, il va comprendre l'histoire que tu lui as lue, avec les mots utilisés. Prenez un livre, faites l'expérience, prenez un livre. Un livre qui est adressé pour des enfants de 3-4 ans. Et lisez-le à votre enfant pendant plusieurs semaines. Avec des images, bien entendu. Vous allez voir que à 1 an, 2 ans, il va lire des livres que lisent des enfants de 4-5 ans. Mettez vos enfants en contact avec les livres, vous allez voir que d'eux-mêmes, ils vont rechercher la lecture. Je connais des enfants qui ont 2 ans, 3 ans. Leur plaisir et leur loisir, c'est de prendre un livre et ils s'assoient comme des grands et ils lisent le livre. Ils peuvent rester une demi-heure devant un livre. Ils s'arrêtent sur la même page et ils regardent. Tu sais pourquoi? Parce que quand il était jeune, on l'habitue à ça. Son plaisir, quand il était jeune, avec ses parents, c'était de lire. Et bien ce plaisir, il va le rechercher en grandissant. Mais si tu le mets devant la télé, quand il va grandir, il va rechercher son plaisir dans la télé. L'enfant est innocent. L'enfant reproduit ce que tu lui as enseigné, tout simplement. Donc, la réussite scolaire dépend en partie de l'éducation qu'on va offrir à nos enfants quand ils sont tout jeunes. Essaie d'éveiller l'intelligence de tes enfants quand ils sont jeunes, tu verras que tu leur as donné 50% de chances de réussir avec eux. Déjà, si tu fais un bon travail quand ils sont jeunes. Et ça, je m'adresse tout particulièrement à qui? Aux mamans. Parce que c'est vous qui êtes les plus en contact avec les enfants. Votre langage, le langage que vous tenez, et racontez-leur des histoires. Lisez-leur des histoires avant de dormir. Vous allez voir que vos enfants seront transformés quand ils seront grands. Bon, ça c'est les premières étapes. Après, il y a énormément de choses à faire. Emmenez-les à la bibliothèque, à la médiathèque. Emmenez-les, dans les parcs, les musées, les zoos. Faites-leur visionner des émissions d'animaux. Habituez-les à observer la nature, à être en contact avec la nature. Parce que si vous faites ça, vous allez gagner énormément de choses dans l'éducation de vos enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, l'une des choses les plus compliquées, c'est d'occuper nos enfants.
Et la solution facile, c'est, aujourd'hui, c'est la télé, c'est Internet, c'est les jeux vidéo, etc. Et les enfants réclament ça, parce que c'est ce qu'on leur a donné. Si vous habituez à vos enfants pendant les premières années, c'est pas facile. Mais si vous faites cet effort de leur faire aimer la nature, les animaux, vous allez voir qu'ils vont réclamer les émissions d'animaux à la télé, les reportages animaliers, qu'ils vont réclamer d'aller dans la forêt, d'aller aux zoos, d'avoir un animal chez eux. Au lieu de passer du temps devant des dessins animés, c'est pas un mal en soi, mais quand on a le choix entre les dessins animés et d'autres choses plus intéressantes, je crois que le choix est vite fait. Donc c'est important, dès le plus jeune âge, de prendre conscience que, comme disent certains psychologues, tout se joue avant 6 ans. Donc c'est important, durant cette tendre enfance, d'inculquer à nos enfants des choses très importantes qui vont leur servir en étant plus grands. Donc la première raison, à mon avis, d'échec scolaire, c'est l'environnement familial. Donc l'éducation qu'on leur offre est également, sachez que un enfant a besoin toujours d'être valorisé, mis en valeur. Plus tu mettras en valeur ton enfant, quand il réussira à l'école, quand il aura une bonne note, plus il sera encouragé à continuer. Et la pire des choses pour un enfant, c'est d'être rabaissé, d'être méprisé quand il échoue. Et ça, c'est une erreur qu'on fait aussi. Quand il échoue, au lieu de dire c'est pas grave, et puis de rechercher les causes de l'échec, et de donner notre chance, qu'est-ce qu'on fait? On s'emporte et on le rabaisse. Et bien ça écrase sa personnalité, et au lieu de lui donner de l'espoir, vous en faites un enfant déçu, un enfant qui n'a pas d'ambition. Donc ça aussi c'est important. L'éducation par la mise en valeur, par l'encouragement. Également dans l'éducation de nos enfants, quand on parle d'environnement familial, c'est aussi le fait de les suivre, de leur montrer qu'on porte un intérêt à leur réussite scolaire. Ça c'est important. Quand les enfants rentrent de l'école, d'installer un dialogue, discuter avec eux. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Viens, on va lire ce que tu as fait à l'école. Et également quelque chose de très très important, c'est d'essayer de compléter ses cours. Et si on arrive à donner ce réflexe à nos enfants, je vous assure qu'ils seront les meilleurs à l'école. Ne jamais se suffire de ce qu'ils reçoivent à l'école comme information. Imaginez-vous qu'en histoire, ils aient étudié, par exemple, la guerre de 100 ans. Donc la maman, le papa, regarde son cahier. Ah tiens, tu as étudié la guerre de 100 ans, raconte-moi ce que tu as retenu. Et ensuite, viens, on va faire une petite recherche sur Internet, sur la guerre de 100 ans. Viens, on va rechercher une émission qui nous parle de la guerre de 100 ans. Vous lui apprenez à quoi? À rechercher d'autres informations, à avoir une curiosité. Très très important ça. Essayez de développer chez nos enfants la curiosité intellectuelle. Si on arrive à faire ça, ils seront les meilleurs. Les élèves qui sont les meilleurs à l'école, ce sont ceux qui ont un pas d'avance, un coup d'avance sur leurs camarades. Ils ne se suffisent pas de ce qu'ils reçoivent à l'école. Ils ont des compléments à la maison. Ils recherchent eux-mêmes plus que le minimum. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à dépasser les autres. Et c'est logique. Maintenant, on va s'intéresser à qui? À l'enfant lui-même. Qu'est-ce qui peut détourner un enfant? Ce qui peut détourner un enfant à l'école, ce sont les loisirs et les divertissements. Normalement, quand un enfant est à l'école, il lui est demandé de quoi? D'être concentré. Vous savez que si un enfant n'est pas concentré, un élève n'est pas concentré en classe, il ne va pas retenir. Qu'est-ce qui déconcentre un élève en classe? Quand on est en classe, ce qui peut nous déconcentrer, c'est d'abord nos copains. Il y a toujours dans la classe un pitre.
il y a toujours dans la classe un perturbateur. Il faut discuter avec nos enfants et leur dire, est-ce que dans la classe, il y a un garçon ou une fille qui dérange? Est-ce qu'il y a un enfant, un de tes camarades qui essaie de faire le clown? Et de lui dire, fais attention. Sache que il va échouer à l'école. Tu ne dois pas prêter attention à ses plaisanteries. Au contraire, conseille-le. Donc la première des choses, ce sont des perturbateurs en classe. Alors, ils peuvent perturber par des moqueries. Ils peuvent perturber par des discussions. Hein. Ils bavardent avec leurs camarades de classe. Ils les dérangent. Il faut dire à nos enfants de ne pas faire attention à ce genre de personnes. Et que ce genre de personnes, au final, ils vont pleurer sur leur sort. Parce qu'ils ne vont pas réussir. Deuxième chose qui peut perturber un élève à l'école, c'est le sexe opposé. Si c'est un garçon, c'est une fille. Si c'est une fille, c'est un garçon. Et ça, aujourd'hui, c'est une des grandes catastrophes à l'école. Malheureusement, beaucoup d'élèves, leur souci, quand ils se préparent le matin, c'est de se faire beau, de se faire belle pour s'attirer les faveurs d'un garçon, et si c'est une fille, et si c'est un garçon, d'une fille. Et donc, déjà, en sortant de l'école, il n'est pas dans l'état d'esprit de celui qui recherche la connaissance, mais il est dans l'état d'esprit de celui qui recherche une aventure amoureuse. Donc il est à l'école, mais il est ailleurs. Alors la fille peut-être, si on parle du cas du garçon, la fille peut être dans la classe, et là c'est catastrophique, parce qu'il va la regarder, il va s'amuser avec elle, il va lui envoyer des mots, et là, il va être perturbé. Et si elle est dans le collège, le lycée, mais pas dans sa classe, alors il va envoyer des textos. Il regarde le professeur, mais il a son portable en bas, et il envoie des textos. Ou bien tout simplement par les pensées. Il est ailleurs. Il est les yeux dans les livres. Hein. Et on reconnaît ce genre de personnes qui sont perturbées parce qu'ils sont dans un autre monde. Donc ça, il faut discuter avec nos enfants et leur dire de faire attention, de ne pas être perturbé par ce genre de choses. Également, ce qui peut perturber un élève dans la classe ou ce qui peut l'empêcher de se concentrer, c'est le manque de sommeil. Ça aussi, c'est important. Quand vous mettez vos enfants à dormir tôt, apprenez-leur à dormir tôt. Parce que passer une bonne nuit, ça signifie être en pleine forme. Passer une mauvaise nuit, ça signifie que le matin, il est mort de fatigue. Soit il s'endort, soit il cligne. Et au meilleur des cas, sa concentration est diminuée. Et ça, c'est pas bon pour lui. Faites attention, parce que qu'est-ce qui peut empêcher vos enfants de dormir? C'est qu'ils aient une télé dans leur chambre, qu'ils aient un portable. Vous pensez qu'ils dorment, mais en fait, ils veillent devant leur écran ou au téléphone, ou en envoyant des SMS. Attention à tout ça. C'est pour ça que l'une des erreurs que l'on fait en tant que parents, c'est qu'on donne à nos enfants ces moyens technologiques qui sont en fait des armes à double tranchant. Parce que mettre un ordinateur, une télé dans la chambre des enfants, ou leur donner un portable, et vous savez que les enfants ne sont pas encore matures, ils sont facilement influençables, et qu'ils peuvent dévier très vite. Donc leur donner ça, c'est en fait leur donner, un élément qui va leur être très nocif. C'est vrai qu'un portable c'est bénéfique, c'est vrai que la télé c'est bénéfique, mais si on pèse le pour et le contre, est-ce que ce n'est pas pire de donner à un enfant ce genre de choses que de lui retirer? Moi je me souviens que
j'ai toujours réclamé à mon père un portable. Et il a toujours refusé. Il a toujours refusé. J'ai été frustré au début, après je m'y suis fait. Et aujourd'hui, je le remercie. Parce que si j'avais ce portable, je sais ce que j'aurais fait avec. L'une des choses aussi qui perturbe un garçon ou une fille à l'école, c'est la mode. Ça veut dire quoi, c'est la mode? C'est-à-dire que, tout ça, je parle d'un état d'esprit. Une personne qui, en sortant le matin, son souci, c'est d'être le plus beau, la plus belle, d'être à la mode, dans son esprit, ça veut dire que sa priorité, c'est quoi? C'est le regard des gens. Et quand un enfant a mis comme priorité le regard des gens, c'est forcément quelqu'un d'influençable. Donc, éduquez vos enfants en essayant de ne pas les laisser, de ne pas leur donner tout ce qu'ils demandent en matière de mode, de leur mettre des limites. Parce que la mode, c'est un état d'esprit qui est parfois contraire à quoi? À la réussite scolaire. Autre chose qui fait qu'un élève peut échouer à l'école, le manque d'ambition. Le manque d'ambition. C'est quelqu'un qui a des compétences, mais il fait le minimum. Il fait le minimum. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que s'il fait son minimum, il se suffit du minimum, ça va lui jouer des mauvais tours. Parce que quelqu'un qui fait le minimum, c'est quelqu'un qui a trop confiance en lui. Il a des compétences et il se dit, j'ai pas besoin, je vais réussir en faisant le minimum. J'ai pas besoin de réviser, je sais que j'aurai des bonnes notes. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Pas parce qu'il va échouer à l'école, mais parce que ce trop plein de confiance, d'assurance, ça va lui jouer des mauvais tours. C'est pour ça qu'il faut pousser nos enfants à faire qu'il reçoit ses élèves le matin, et il dit à ses élèves, plutôt, il donne à l'un de ses élèves une recherche à faire. Il lui dit, pour la semaine prochaine, tu dois traiter ce sujet, tu me rends à la recherche, je vais te noter. Après une semaine, l'élève apporte à son professeur une copie. Son professeur prend la copie et lui dit, tu as bien travaillé? Tu as une bonne recherche? Oui, professeur, oui, maître. À la fin du cours, il lui jette la copie au visage et il lui dit, c'est quoi ce travail bâclé? C'est quoi ce travail bâclé? Je te donne une deuxième chance. Tu me rends une recherche correcte la semaine prochaine, pas encore une semaine. La semaine suivante, il lui rend 2 copies. T'es sûr que cette fois-ci, tu as fait un bon travail? Oui, oui, oui. Je suis parti à la bibliothèque, j'ai passé quelques heures à chercher et j'ai 2 copies. Le professeur prend les 2 copies. À la fin du cours, il lui jette les 2 copies au visage en lui disant, tu te moques de moi? C'est quoi ce travail? Je te donne une dernière chance, tu as encore une semaine. La semaine suivante, il lui ramène 3 copies, il a les yeux gonflés, il a passé des nuits blanches. C'est bon? T'es sûr que tu as fait un bon travail? Oui. T'as fait ton maximum? Oui. Tu peux pas faire mieux? J'ai fait mon maximum. Qu'est-ce que dit le professeur? Maintenant, je vais lire tes copies. En fait, qu'est-ce qu'a fait le professeur? Il n'a pas lu ses copies avant. S'il s'était suffi de sa première copie, il aurait eu combien? 13 sur 20. S'il s'était suffi des 2 copies de la semaine suivante, 16 sur 20. Mais maintenant qu'il a fait 3 copies et qu'il a donné le meilleur de lui-même, il aura un 18, un 19 sur 20. En fait, l'élève. Mais au départ, il a visé un trait. Donc il faut pousser nos enfants à quoi? À donner ce qu'ils ont de mieux en eux. Et ça commence dès l'enfance, en leur inculquant le sens de l'effort.
Ça commence très tôt. En leur inculquant le sens de l'autre et leur inculquer, leur enseigner l'application. Tu dois t'appliquer, tu dois soigner ton travail, lui donner certains repères. Range ta chambre, plie tes vêtements, assieds-toi bien, la discipline. Cette discipline qu'on va donner aux enfants quand ils sont petits, ça va se transformer en quoi quand ils seront grands? Des gens organisés, qui gèrent leur temps, qui connaissent leurs priorités et qui s'appliquent dans leur travail et qui donnent le mieux qu'ils ont en eux-mêmes. Ça commence dès le plus jeune âge. Ce qui peut détourner un élève à l'école, et ça, je pense que c'est l'une des grandes causes de l'échec scolaire, ce sont les mauvais copains. Les mauvais copains. Oui. Vous avez des élèves qui étaient bons au collège, mais une fois arrivés au lycée, dans la cour des grands, ils rencontrent d'autres personnes, et c'est là qu'ils commencent leurs bêtises. Ils commencent à fumer, ils commencent à sécher les cours, et ils commencent à quoi? Petit à petit, à tomber au fond du ravin. À cause de qui? À cause des mauvais copains. Et c'est pour ça qu'en tant que parent, vous avez le devoir de surveiller les relations de vos enfants. Qui sont tes copains? Et si vous vous rendez compte qu'il a un mauvais copain, qui va le détourner, vous êtes obligé de tout faire pour qu'il s'en sépare. Sauf dans un seul cas. Si votre fils, votre fille, dans sa relation avec son ami, c'est lui qui l'influence et c'est pas lui qui est influencé. Là c'est très bien, il va le tirer vers le haut. Mais si son ami le tire vers le bas, non. Même si c'est quelqu'un de bien, attention, je ne dis pas qu'il est méchant, il est mauvais. Si c'est quelqu'un de bien, mais de fainéant, et qui va rendre mon fils fainéant, je ne veux pas de lui. Je vais vous donner un exemple. C'est l'histoire de Abdullah ibn Abbas, compagnon du prophète. Quand le prophète est décédé, il est parti voir son ami et il lui a dit: je te propose un projet ambitieux, c'est d'aller rechercher la connaissance auprès des compagnons du prophète alayhi salam. Le prophète récitait la parole de Dieu, ses compagnons apprenaient le Coran, ils tenaient des propos, ils ont appris ces ahadiths. Donc il lui a dit: viens, on va aller frapper à la porte de ses compagnons qui ont côtoyé le prophète et on va apprendre les paroles du prophète et les paroles de Dieu. Vous savez ce qu'il lui a dit son ami? Il lui a dit: mais t'es fou quoi? Tu prétends qu'un jour tu seras à leur niveau, qu'un jour tu seras un savant comme eux? Les gens vont un jour venir étudier auprès de toi alors qu'il y a les compagnons du prophète? C'est impossible. Vous savez ce qu'a dit Abdullah Abbas? Il a dit à son ami: ciao, ici nos routes se séparent, fais ta vie, je fais ma vie. Et vous savez ce que dit Abdullah Abbas en parlant de son parcours? Il a dit: je frappais à la porte des compagnons sous la chaleur du zénith, c'est-à-dire à midi. Il frappait à la porte des compagnons. On est en Arabie Saoudite, il fait très chaud. Au lieu de faire la sieste, il allait frapper à la porte des compagnons et il arrivait parfois que ses compagnons fassent leur sieste. Et donc il dit: je m'asseyais sur le seuil de la porte, le soleil brûlait mon visage et le vent me couvrait de poussière. Et quand le compagnon daignait bien se réveiller, il ouvrait la porte et il trouvait le jeune homme. Et il lui disait: toi le neveu du prophète, mais tu aurais dû demander à ce que je vienne chez toi, je me serais déplacé parce qu'il fait partie de la famille du prophète. Par respect pour toi et ta famille, je serais venu à toi. Il disait: non, c'est moi l'étudiant, c'est toi le professeur, c'est moi qui viens. Et il a fait ça pendant des années. Et vous savez ce qu'il est devenu? Le plus grand savant de son époque. Et son ancien ami dit: un jour, je me promenais et j'ai trouvé un homme
autour de lui une ronde d'étudiants. Et j'ai trouvé que c'était Abdullah ibn Abbas, mon ancien copain. Et il a dit, cet homme, ce jeune homme, a été plus intelligent que moi. Il ne m'a pas écouté. Il a été ambitieux. Il a fait sa route tout seul, il a réussi. Vous savez, il y a certains élèves qui décrochent leur bac, ils ne savent pas quoi faire après. Alors ils disent à leur copain, tu vas faire quoi toi? Bah, écoute, je vais faire infirmier. Bah tiens, je t'accompagne. Ou bien lui, il était fait pour être ingénieur, son meilleur copain veut faire, je sais pas moi, mécanicien, il va faire mécanicien pour lui faire plaisir, pour rester avec. Alors qu'ils ont des projets différents, mais il va quand même le suivre. Et à la fin, il va s'en mordre les doigts. À la fin, son copain, il ne va pas l'aider. Regardez ce que dit le prophète au sujet de la compagnie. Il dit, prends garde aux mauvais copains, car on te jugera par rapport à lui. Qui se ressemble s'assemble. Il dit également, toute personne suit les idées de son ami. Que chacun analyse donc bien celui qu'il fréquente. Parce que tu vas finir par ressembler à ton ami. Il dit également, le bon compagnon, le bon ami, il est semblable à celui qui transporte du musc. Le musc, c'est un parfum. S'il ne te donne pas de son parfum, il ne te donne pas un peu de musc, au moins tu seras imprégné de son odeur. Quant au mauvais copain, il ressemble à celui qui ravive un feu de son soufflet. Forgeron qui ravive un feu avec le soufflet. Si tu n'es pas atteint de sa saleté, tu seras imprégné de la fumée. Il ne ressemble pas complètement. Il va quand même avoir une influence sur toi. Obligé. Tu ne peux pas sortir indemne d'une mauvaise relation avec quelqu'un. Forcément, il va avoir un impact sur toi. Également, ne parle pas de ce qui ne te concerne pas, éloigne-toi de ton ennemi et méfie-toi de ton ami privilégié s'il ne craint pas Dieu et ne lui obéit pas. Ne fréquente pas le libertin, car il va t'enseigner son libertinage. Ne lui confie pas non plus tes secrets. Dans tes affaires, ne consulte que ceux qui craignent Dieu. Bon, toutes ces paroles du prophète nous mettent en garde contre le mauvais copain. Donc, on doit en tant que parents faire attention aux relations. Hein? Faites attention quand vos enfants vous disent « je vais faire une sortie avec mes copains ». Quand vos enfants vous disent « je vais passer une nuit chez l'un de mes copains, l'une de mes copines ». Si ce sont des mauvais copains, des mauvaises copines, ça peut mal tourner pour eux. Donc faites attention à tout ça en tant que parents. Et vous, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, faites attention à vos copains, faites attention aux tentations, dormez bien la nuit pour être en forme le lendemain. Jamais qu'on vous donne à l'école. Ayez toujours de l'avance sur vos élèves, vos camarades, quitte à quoi à prendre le programme de l'année suivante ou le programme de la fin de l'année. Prends de l'avance. Par exemple, durant les grandes vacances, tu peux déjà te préparer. Offrez à vos enfants, ça c'est important, des cours de soutien scolaire. Si vous avez des amis qui sont profs ou qui ont des compétences, demandez-leur à ce qu'ils vos enfants en plus, afin qu'ils puissent dépasser leurs pères, ceux qui sont de leur génération. Donnez le meilleur de vous-même. Faites le maximum. Et sachez que tous les efforts que vous allez faire durant votre scolarité, rien ne sera perdu. Demain, quand tu auras 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand tu seras marié, tu seras bien content d'avoir fait des efforts à l'école. Tu seras bien content de t'être privé pour réussir à l'école. Demandez à vos parents, demandez à ceux qui ont 20, 25 ans s'ils pouvaient revenir en arrière quand ils étaient étudiants et élèves à l'école. Demandez-leur, ils vont tous vous dire, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait plus d'efforts, j'aurais tout fait pour réussir.
Donc vous êtes jeunes, profitez de l'expérience de ceux qui vous ont précédés. Ne refaites pas les mêmes erreurs. On va s'arrêter ici.